Bien, alors voici la dernière séance de la saison à Paris, mais je répète qu'il y a 3 cours à Nice le 18 juin, cours et séminaires. Un petit hors-d'œuvre au départ. Je ne sais pas si vous avez vu cette belle photo que la NASA a faite de Mars qui montre un tourbillon de poussière. Ça date de quelques semaines. C'est ce genre de choses qu'on voit dans les déserts sur Terre aussi. C'est des micro-tornades. Diamètre 30 mètres et hauteur 800 mètres à peu près. Alors, il y aurait un léger vent de travers qui aurait produit cette courbure. Et c'est photographié par un satellite en orbite autour de Mars. Alors évidemment, on n'en est pas encore depuis la Terre à pouvoir faire des photos avec une telle résolution. Ça viendra peut-être un jour. Enfin, de toute façon, il y a intérêt dans l'espace. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, je vais continuer à parler du concept que nous étudions pour faire un hypertélescope très grand, extrêmement grand même, pourrait-on dire, pour employer la terminologie de l'ESO, dont le diamètre effectif serait de l'ordre de 1000 mètres, et qui exploiterait, comme le fait le radiotélescope d'Arecibo et le nouveau radiotélescope que veulent construire les Chinois. Ils veulent faire un radiotélescope de 500 mètres dans une cuvette. Donc l'idée aussi, c'est d'exploiter la courbure naturelle aussi régulière que possible d'une cuvette, en l'occurrence une vallée. Une vallée parce qu'on va essayer de travailler surtout au transit. Donc en prenant une vallée est-ouest, c'est presque aussi bon que si c'était une vraie cuvette en forme de cratère, ce qui est plus rare. Et nous essayons de comparer la science que l'on pourrait faire avec ce genre d'instrument et le extrêmement grand télescope que veut construire l'Europe, dont le diamètre de miroir ferait 39 mètres. Vous savez qu'ils avaient commencé à faire une étude pour 100 mètres, et puis c'était trop cher. Ils ont rétréci à 39 mètres, en espérant qu'il ne faudra pas rétrécir davantage. Les Américains, de leur côté, ont 2 projets concurrents pour une trentaine de mètres et 25 mètres, et ils ne savent pas encore lequel sera construit. Probablement pas les 2. Alors, avec un instrument comme ceci, c'est-à-dire un miroir géant dilué, formé d'un grand nombre de petits miroirs, la théorie, je le rappelle, dit qu'il vaut mieux avoir des miroirs petits et nombreux que gros et pas nombreux pour faire une surface collectrice donnée, parce qu'on échantillonne mieux le plan d'onde, et donc on a plus d'informations sur l'étoile. Mais on peut mettre une surface collectrice ici équivalente à celle qu'aurait par exemple ce grand projet européen, c'est-à-dire dans les 15 500 mètres carrés à peu près. Et en fait, ça coûterait même moins cher parce que, comme ce seraient des petits miroirs peu épais, moins épais, il y aurait une masse de verre moins importante, et peut-être même qu'on pourrait prendre du verre moins luxueux que le verre spécial à dilatation quasi nulle qui est utilisé pour les grands télescopes, qui est très cher. Et puis en plus, il n'y aurait pas de coupole, et puis il n'y aurait pas de monture géante, puisque toute l'idée est d'utiliser une monture fixe, enfin un miroir géant fixe, plutôt qu'orientable, au prix d'une complication qui est de balader la caméra focale ici sur la sphère focale de la sphère géante. Sphère focale, c'est la sphère à mi-distance du centre de courbure de la sphère géante qui constitue le miroir. Bon, alors ce genre de géométrie a très bien marché dans le cas du radiotélescope d'Arecibo, qui est le plus grand du monde, le plus grand miroir monolithique du monde en radio. Les Chinois
veulent faire une solution légèrement différente pour leur projet de télescope de 500 mètres. Ils vont faire un miroir presque sphérique, mais pas tout à fait. Il y aura sur le miroir un grand nombre de petits moteurs qui vont produire une déformation locale pour qu'à chaque instant, de l'ordre du mètre, pour qu'à chaque instant, le miroir soit parabolique avec un axe visant l'étoile. Bon, ce qui a différents avantages, en particulier l'avantage de simplifier l'optique de la nacelle focale. Bien, donc je vais parler de ça aujourd'hui et nous aurons le séminaire par Evelyne Alessian de l'Observatoire de Paris-Meudon sur le champ magnétique et les magnétosphères des étoiles massives. Ce sont des étoiles qui nous intéressent beaucoup en tant que candidats pour observer avec ce genre d'engin qui, en principe, pourra permettre de voir les détails de la face, de la figure de l'étoile, de portraits détaillés, mais aussi peut-être de cartographier les champs magnétiques par les données de polarisation en spectroscopie, comme on le fait traditionnellement sur le Soleil depuis longtemps, ce qui a donné beaucoup d'informations sur le fonctionnement du Soleil. Bien, alors, évidemment, ces essais d'hypertélescope que nous avons démarrés sur Terre, qu'on a démarré ici, par exemple, dans la vallée de l'Ubaye, dont j'ai parlé, à échelle relativement modeste, actuellement 57 mètres de diamètre de miroir, qui sera augmentable à 200 mètres en principe, limité par la courbure du vallon. Bon, et ces essais préparent, de notre point de vue, des versions spatiales qui pourront être beaucoup, beaucoup plus grandes, jusqu'à 100 000 km peut-être d'ouverture. En principe, on saurait faire, on saurait construire un système de 100 000 km avec une flottille de miroirs. Et vous savez qu'il suffirait de 100 km pour photographier une exo-Terre à 10 années-lumière, et on obtiendrait en 30 minutes de pause cette photo, sur laquelle on aurait assez de résolution pour voir des taches vertes indiquant qu'il y a de la verdure, et de voir si en automne ça change de couleur, et au printemps aussi. Bien, donc aujourd'hui, je vais parler des détails de ce système, et en particulier du problème de mettre en phase tous ces miroirs, qui est un problème compliqué, surtout si on veut le faire pour des étoiles très faibles, qui seraient en principe accessibles si on a 1500 mètres carrés de surface collectrice. On peut en principe observer des étoiles extrêmement faibles, aussi faibles que celles du télescope européen de 1500 mètres carrés, mais à condition d'arriver à mettre tout en phase pour profiter de la résolution. Il ne s'agit pas seulement de collecter de la lumière. Pour le télescope européen, le but aussi est d'arriver à mettre en phase, malgré la turbulence de l'atmosphère, avec de l'optique adaptative, pour avoir non seulement de la luminosité, mais aussi de la résolution. Alors, bon, je rappelle qu'il s'agit, comme dans l'essai que nous faisons actuellement dans l'Ubaye, de tendre un câble en travers, quoique on peut aussi envisager de remplacer le câble par un ballon ou par un système de machine volante, de drone, qui porterait la caméra au foyer, à condition de pouvoir stabiliser suffisamment. Bon, alors, supposons d'abord qu'on observe une étoile brillante, suffisamment brillante pour qu'on puisse filmer avec une caméra sensible et extraire des signaux sur les erreurs de phase. Les erreurs de phase, ça veut dire quoi? C'est qu'à la sortie dans la nacelle, quelque part, il va y avoir une image de la pupille, c'est une image densifiée de la pupille, c'est-à-dire qu'on va former une image
du grand miroir, dans laquelle on aura artificiellement rapproché les éléments pour qu'ils soient plus serrés les uns des autres. C'est ce qu'on appelle une pupille densifiée. Bon. Et il faudra, alors, première chose, il faudra arriver à orienter. Donc chacun de ces cercles-là est une image d'un des miroirs qui sont au sol. Alors au sol, ils sont très espacés, peut-être une dizaine de mètres ou plus, selon qu'on est riche ou moins riche. Plus il y en a, mieux c'est, évidemment. Et il faut d'abord arriver à orienter chacun d'eux pour que toutes les contributions d'images d'étoiles qui arrivent sur la caméra soient bien superposées. Si un miroir est de travers, sa contribution va être décalée, l'image va être éclatée. Bon, alors, une méthode classique relativement simple consiste à mettre à cet endroit-là une trame de micro-lentilles qui ressemble à ça, les choses vertes, là, vous voyez. C'est des petites lentilles taillées de forme hexagonale, par exemple. Et chacune fait un foyer séparé. Autrement dit, on a fait éclater le foyer pour séparer les contributions des différentes petites lentilles. Bon, alors, si cette trame est centrée sur la trame des taches rouges, là, des pupilles, eh bien, chacune des lentilles va produire une image de l'étoile séparée. Toutes les images vont être séparées. Vous allez avoir une trame d'images séparées, de petits points séparés. Et si l'un des miroirs est de travers, eh bien, vous le verrez tout de suite parce que sa contribution sera un petit peu décalée sur la caméra. Donc, ça vous donne un signal d'erreur qui vous permet d'actionner des moteurs pour corriger l'inclinaison de la caméra. Alors ça, c'est relativement classique. Les télescopes, les grands télescopes mosaïques, comme les télescopes Keck, que les Américains ont construits à Hawaï, vous savez, les 2 télescopes de 10 mètres qui sont les plus grands du monde actuellement, bon, ils ont ce genre de système pour bien régler tous les miroirs. Bon, alors ça peut être fait de façon active, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de l'atmosphère, on s'arrange pour que le réglage moyen en présence de la turbulence atmosphérique soit bon. Mais on peut aussi le faire de façon adaptative, c'est-à-dire qu'avec des moteurs très rapides qui répondent très rapidement, et une électronique très rapide, pour qu'en quelques millisecondes, lorsque l'atmosphère aussi fait éclater, si l'atmosphère par sa turbulence fait éclater l'image de l'étoile, et l'idéal est de corriger les inclinaisons pour les remettre ensemble. Bon, on peut considérer que c'est l'ordre 1 de la correction adaptative qu'on apporte aux effets de l'atmosphère. Bien, alors, mais ça c'est relativement facile à faire. Bon, par contre, corriger les phases, mettre en phase tout ça, c'est plus difficile. Alors, pour le faire, il faut d'abord, on peut décaler un tout petit peu la trame de micro-lentille de 1 demi-cran pour amener les coins des lentilles entre trois pupilles. Hein. C'est-à-dire que si on... Oh, beau point électronique. Si on agrandit, voilà 3 sous-pupilles, on s'arrange pour que chacune des lentilles porte sur 3 à la fois. Vous voyez. Bon, ce qui lui permet de ramasser de la lumière de 3 sous-pupilles. Et au foyer de cette lentille, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Bon, pourquoi? Parce que chacun sait que si vous prenez percez 3 trous d'épingle dans un morceau de pupille d'aluminium et que vous regardez une lampe blanche à travers, une lampe lointaine à travers, ou une étoile, eh bien, vous verrez quelque chose comme ça. Ça, c'est les interférences à 3 faisceaux. Là, vous avez la grande tâche de diffraction d'un élément. Bon, en réalité, comme l'élément n'est pas très rond ici, elle sera un peu déformée, la grande tâche. Et puis là, vous avez 3 tâches comme ça superposées dans les 3 éléments, et puis vous avez des interférences en forme de nid d'abeille qui se produisent à l'intérieur et qui vous donnent cette structure. Et si c'était en lumière monochromatique, ce serait périodique, mais en lumière blanche, c'est mieux, c'est plus beau et ça contient plus d'informations, parce que vous voyez un pic central blanc et des pics latéraux colorés, et vous devinez pourquoi, c'est parce que l'échelle
des interférences est proportionnelle à la longueur d'onde. Donc les pics rouges vont être plus espacés que les pics bleus. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit donc en quelque sorte chaque tâche est remplacée par un petit spectre de la lumière. Bien, alors, si vous déphasez l'un des trois miroirs, c'est-à-dire les miroirs ils sont posés sur des trépieds sur le sol, si vous montez l'un des miroirs de je ne sais pas quoi, moins un dixième de micron, eh bien ça va vous déphaser la lumière et vous allez voir toute cette tâche qui va se décaler légèrement par là ou par là selon le miroir que vous avez bougé. Bon, et ça vous permet de mesurer l'erreur. Le décalage permet de mesurer l'erreur de phase et donc d'actionner les asservissements, les moteurs qui vont corriger cette erreur de phase. Donc c'est une méthode relativement simple qui ressemble pas mal à la méthode classique qu'on appelle Shak-Hartman et qui est utilisée sur les grands télescopes pour mesurer les erreurs de phase et pour faire l'optique adaptative, corriger la turbulence. Sauf qu'eux, évidemment, ils n'ont pas ce problème de miroirs séparés et ils font l'hypothèse, ils exploitent le fait que la forme de l'atmosphère, que la forme de l'onde déformée par l'atmosphère et éventuellement par le miroir aussi peut avoir des bosses, eh bien cette onde, elle est déformée de façon aléatoire, mais enfin la déformation est quand même relativement continue, il n'y a pas de marge d'escalier dessus. Bon, et ils exploitent cette information a priori, sans le dire d'ailleurs, pour reconstituer. Alors eux, ils ont une tache blanche ici, et dont la position est sensible aux erreurs de pente locale sur l'onde lumineuse, donc ils peuvent reconstituer le profil de l'onde comme ceci en mettant les pentes bout à bout. Bien, donc ça ressemble pas mal. Alors ça, c'était une première possibilité. Alors nous avons une deuxième méthode possible que nous avons explorée un petit peu, selon l'idée des speckles dispersés. Ça avait été le sujet de thèse de Borkowski, et il y a eu différents articles sur la question. Alors l'idée, c'est que si vous avez toutes ces sous-pupilles dans la nacelle, là, densifiées, c'est-à-dire rapprochées les unes des autres artificiellement, eh bien, si vous mettez une lentille derrière pour faire un seul foyer, cette fois-ci, c'est ce qui nous intéresse pour la science, vous allez voir toutes les images qui vont se superposer. Et si c'est en phase, vous aurez une belle tache de diffraction des rayes très fine parce que correspondant à l'ouverture entière, donc à très haute résolution, 1 millième de seconde d'arc, quelque chose comme ça. Voire mieux si c'est 1 km, si les bases font 1 km. Et si ce n'est pas en phase, cette tache d'Airy est détruite et remplacée par un fourmillement de speckles ou tavelures qui sont des espèces d'interférences aléatoires dues au fait qu'en un point quelconque ici, sur un pixel ici, vous recevez des contributions des différentes lentilles qui ne sont pas en phase. Et le résultat est une interférence qui peut être destructive, ça vous donne une tache noire, ou bien constructive, ça vous donne une tache brillante, mais moins brillante que celle qu'on aurait au centre si tout était parfaitement en phase. Bon, alors, ces speckles, on peut s'amuser à faire un système de spectrographe qui fait un spectre pour chaque speckle. Alors voici un essai que nous avions fait. Nous avons construit une espèce de spectrographe spécial qui nous donne un spectre pour chaque speckle. Alors, ils sont tous numérotés, en principe, on sait lequel est lequel. Et à ce moment-là, on voit que dans les spectres, vous avez des speckles aussi. C'est-à-dire, vous avez, le long des spectres, vous avez des taches noires et brillantes. On les devine à peine. Bon, alors pourquoi ? Parce que le phénomène speckle, en réalité, il est tridimensionnel, si on peut dire, parce que ça concerne aussi les différentes longueurs d'onde. Donc, à un endroit donné, vous avez certaines longueurs d'onde qui sont renforcées par interférence, d'autres qui sont détruites par interférence. Et c'est pour ça que le long du spectre, vous avez ces pointillés, en quelque sorte. Bien,
alors on a fait un peu de théorie là-dessus et on a vu que si on traite ça, que ça contient l'information sur les phases. Et pour extraire cette information, on fait par exemple une transformée de Fourier tridimensionnelle et on arrive à extraire l'information et faire la carte des erreurs de phase ici. Bon. Récemment, Denis Mourard et ses collègues ont essayer une variante de la méthode où, au lieu d'utiliser toutes les longueurs d'onde du spectre, ils se contentent de mettre 3 filtres et d'utiliser 3 longueurs d'onde. Et ça marche aussi. Il perd un petit peu de lumière, mais ça marche aussi. Donc nous avons 2 méthodes pour essayer de mesurer les phases, dans le but de les corriger. Alors voici la même chose, c'est la deuxième méthode, là, un peu plus agrandie, où on voit ces pointillés le long des spectres. Là, on voit une partie plus brillante. J'avais dû rajouter, ça c'est fait sur un montage de simulation en laboratoire, et j'avais dû rajouter un petit laser, en plus de la lampe blanche, pour calibrer le spectre. Oui, on voit ici. Et dans ce cas particulier, l'ouverture, il n'y avait pas des milliers d'ouvertures, il n'y en avait que 9 plus 1 au centre. Une disposition non redondante, c'est-à-dire toutes les bases, toutes les paires d'ouvertures sont disposées de façon différente, ce qui facilite la récupération des phases. Bon, alors donc pour les objets brillants, en principe, on sait faire. Mais le point crucial, c'est les objets faibles, parce qu'on ne pourra pas faire financer un extrêmement grand hypertélescope si ça ne marche pas pour les objets faibles. Si ça coûte cher, c'est-à-dire en gros s'il y a beaucoup de miroirs, si on met peu de miroirs, ça ne coûte pas cher, mais si on en met beaucoup, qu'on veut faire de la surface collectrice, c'est beaucoup plus puissant, mais ça coûte plus cher. Bon. Et à ce moment-là, il faut absolument que ça marche aussi pour les objets très faibles et que ça permette enfin de faire de l'interférométrie de la haute résolution sur des objets difficiles. Vous savez, jusqu'ici, l'interférométrie, ça a des beaux résultats, mais seulement sur des objets faciles, c'est-à-dire sur des étoiles brillantes, proches. Et ça n'a pas permis d'observer les objets très faibles, très lointains, les galaxies extérieures, les noyaux actifs de galaxies extérieures, les quasars et les galaxies les plus lointaines aux limites de l'univers. Mais si on fait un instrument qui a une surface collectrice de 1500 m², par exemple, comparable au très grand, extrêmement grand télescope européen, dont le but est d'essayer de voir des galaxies encore plus lointaines, donc moins lumineuses, d'essayer de comprendre quelle est la structure à grande échelle de l'univers, eh bien, si on a une surface comparable, ce serait bien de pouvoir arriver à la même sensibilité et de voir aussi les mêmes objets, donc avec une résolution bien meilleure. Bon, alors, pour les grands télescopes classiques au sol, nous avions proposé avec Renaud Foy, il y a 30 ans, alors, le problème pour observer un objet faible, c'est que l'étoile qu'on photographie est très peu lumineuse et qu'on n'arrive pas à faire ces mesures de phase dont j'ai parlé, avec les micro-lentilles, etc. Il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de photons qui arrivent. Bon, alors l'idée était de faire une étoile artificielle en envoyant un faisceau de laser dans la direction de l'étoile qu'on veut observer pour qu'il y ait un petit peu de lumière qui revienne par diffusion soit sur les molécules de l'atmosphère, soit sur la couche de sodium. Et à ce moment-là, on verrait un point brillant près de l'étoile et suffisamment brillant pour activer les mesures de surface d'onde. Bon, alors, donc il y a deux sortes de systèmes comme ça. Il y a ceux qui utilisent la diffusion Rayleigh, qui est à altitude relativement faible,
Et puis il y a ceux qui, vous savez que quand vous envoyez un rayon de laser comme celui-ci dans une pièce en fumée, ben vous voyez la trace du rayon dans la fumée. Bon, en gros, c'est la même idée. Et il se trouve qu'il y a une couche de sodium, enfin une couche contenant quelques atomes de sodium à 92 km d'altitude, qui fait une dizaine de kilomètres d'épaisseur. On pense qu'elle provient de la désintégration des météorites qui tombent dans l'espace et qui brûlent quand elles atteignent la haute atmosphère, qui contiennent un petit peu de, peut-être pas de sel de cuisine, mais enfin du sodium. Et si on envoie un rayon d'un laser qui a exactement la longueur d'onde de résonance du sodium, vous savez que le sodium est un atome qui a une résonance spectrale extrêmement efficace. Vous prenez un grain de sel de cuisine, même un grain de sel fin de cuisine, et vous le laissez tomber dans la flamme sur votre cuisinière, là, quand vous faites la cuisine. Vous voyez instantanément une belle flamme jaune. C'est extrêmement sensible. Il suffit de très peu d'atomes de sodium pour émettre beaucoup de lumière. Bon, et lorsque vous éclairez cette flamme jaune avec un rayon de laser, par exemple, s'il a juste la même longueur d'onde, elle devient diffusante très efficacement pour cette longueur d'onde-là, mais pas pour les autres. Les autres longueurs d'onde passent à travers, mais la longueur d'onde précise de résonance du sodium est diffusée de façon extrêmement efficace. La section efficace d'un atome est beaucoup plus grande que l'atome lui-même, qui est très petit, qui fait quelques dixièmes de nanomètres, un angstrom, mais la section efficace de diffusion est de l'ordre de la longueur d'onde au carré, c'est-à-dire un quart de micron à peu près. Donc il suffit de très peu d'atomes dans la haute atmosphère pour renvoyer pas mal de lumière dans toutes les directions, cette lumière diffusée dans toutes les directions, et il y en a un petit peu qui retombe. Donc on voit un point brillant dans le ciel, et il y a un petit peu de lumière qui revient dans le télescope, et qu'on peut focaliser, et on peut s'arranger pour que ça apparaisse juste à côté de l'étoile qu'on vise. Et si l'étoile est faible, évidemment, c'est beaucoup plus brillant. Bon. Alors, nous avions proposé ça chronophore. Il s'est avéré après que les militaires américains y pensaient déjà pour observer les fusées ennemies. Je ne sais pas, on n'a jamais su s'ils l'ont vraiment fait. Enfin, toujours est-il qu'ils avaient construit un télescope spécial pour faire ça. Et maintenant, c'est utilisé sur quelques-uns des plus grands télescopes existants, par exemple à Hawaï, les télescopes Gemini et quelques autres, et à l'ESO aussi. Et ça commence à donner quelques très beaux résultats permettant de faire marcher de l'optique adaptative sur des objets ultra faibles, extragalactiques, et très intéressants. Et avec une résolution inespérée jusque-là. Bon. Alors, la question est, est-ce que ce serait utilisable pour mettre sur un hypertélescope? Alors, la réponse est que la version de base existante actuellement, non. Non, parce qu'elle n'est pas faite pour marcher avec des ouvertures diluées. Bon, mais en regardant de près, on a pensé à des modifications qui devraient permettre de le faire marcher. Bon, alors c'est de ça que je vais parler, mais alors c'est un peu compliqué. J'espère que je ne vais pas vous dégoûter de l'optique adaptative. Bon, alors avant d'en arriver là, on commence aussi à faire des systèmes où, au lieu de projeter une étoile, un rayon de laser vers l'étoile qu'on veut observer, on en projette par exemple 5. Donc ils disent qu'au lieu de faire une étoile artificielle, ils font une constellation artificielle. Bon, alors voilà ce qui est fait sur le télescope Gemini de 8 mètres, qui vient de publier ses premiers essais. Alors l'avantage, c'est que ça permet de démêler l'effet des différentes couches de l'atmosphère. Vous savez que l'atmosphère turbulente, bien souvent, il y a une partie turbulente près du sol, près du télescope. Pourquoi? Parce qu'il y a des bulles d'air chaud qui sortent du sol.
Et puis souvent, vous avez une partie turbulente vers 3000 mètres de haut parce qu'à cet endroit-là, il y a des couches de vent qui ne vont pas à la même vitesse et que ça secoue l'atmosphère et ça fait de la turbulence. Bon, et puis souvent, vous avez une autre couche turbulente beaucoup plus haut vers 8000 ou 9000 mètres, mais moins importante parce que l'air est plus dilué là-haut. Bon, alors, grâce à ce genre de gadgets, ils peuvent démêler l'effet des différentes couches et corriger plus loin de l'étoile, c'est-à-dire dans un champ plus grand. C'est-à-dire qu'au lieu de corriger un tout petit bout du ciel autour de quelques secondes autour de l'étoile qu'on observe, on peut corriger une zone plus étendue. Là, ils arrivent à plus d'une minute d'arc, 87 secondes. Là, voilà cette photo, 87 secondes. Bon, alors voilà ce petit morceau-là. Regarde de près. Alors ça veut dire quoi? Ça doit être sans correction. Ah non, ça c'est sans correction du tout. Donc on voit que les images ne sont pas très nettes. Ça c'est l'optique adaptative classique. Et ça c'est leur système à constellation laser. Et on voit qu'on gagne beaucoup par rapport à ça. Et l'intérêt, c'est qu'on gagne beaucoup non seulement dans cette petite partie-là, mais dans toute la grande zone. Là. Donc ils ont derrière leur télescope trois miroirs déformables en succession, dont l'un est placé dans l'image du niveau des basses couches de l'atmosphère, l'autre des couches plus hautes et l'autre des couches encore plus hautes. Bien, alors comment modifier ça pour les hypertélescopes? Alors j'ai fait une petite expérience en laboratoire, toujours commencer par ça. Avec un laser, ce genre-là, et une lame semi-transparente pour récupérer la lumière qui revient sur une caméra, une lentille qui stimule l'hypertélescope portant un diaphragme avec des trous devant pour simuler les éléments multiples. On peut rajouter des bouts de verre ici devant l'un ou l'autre des trous pour déphaser, simuler la turbulence. Et puis pour simuler la couche de sodium, je mets un diffuseur. Mais alors la couche de sodium, elle bouge très vite. Les atomes se baladent très vite dans la couche de sodium, ce qui fait que la lumière qui revient vers le sol, elle est rendue pratiquement incohérente. C'est-à-dire que ces interférences se bougent extrêmement vite et tout se passe comme si c'était de la lumière incohérente. Bon, alors pour simuler ça, il suffit de faire tourner avec un petit moteur le diffuseur. Alors, le diffuseur en question, c'est tout simplement du papier d'aluminium. Vous savez, le papier d'aluminium qu'on trouve dans les cuisines, qui est très utile en optique pour beaucoup de choses, pour percer des petits trous par exemple. Si il y a une face lisse, brillante, et puis il y a une face mate parce qu'elle est rugueuse. Donc là, j'ai mis la face mate, c'est-à-dire diffusante. Et en faisant tourner avec un petit moteur, on simule le mouvement des atomes de sodium et on rend la lumière incohérente. Bon, alors la lumière est diffusée partout, mais il y en a un petit peu qui repasse par les mêmes trous, qui arrivent là, qui aimerait bien repartir vers le laser, mais on en récupère la moitié avec cette lame semi-transparente et on l'envoie sur une caméra. Et s'il y a 4 trous disposés en losange comme ça, ce qui représente un petit morceau de la mosaïque géante, eh bien, ce qu'on voit sur la caméra, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Alors là, ce n'est pas des interférences de 3 faisceaux comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des interférences de 4 faisceaux. Alors pourquoi 4? Parce que si on en met 3, on a toujours une structure d'interférence genre nid d'abeille et le seul effet des erreurs de phase, si on met des erreurs de phase, c'est de translater globalement la structure sans la modifier. Si on en met 4,
et qu'on perturbe la phase de l'une des ouvertures, à ce moment-là, c'est plus en phase et le détail des structures change. Bon, et c'est ça le critère qu'on espère exploiter pour extraire l'information sur la phase et pour corriger l'erreur de phase. Alors, le point intéressant est que quand on met en route le moteur pour faire turbuler là, eh bien, la lumière devient incohérente et que malgré tout, il persiste du contraste d'interférence. Alors, sur le diffuseur, ici, qui représente la couche de sodium, arrivent 4 rayons de laser qui interfèrent. Et si on mettait une caméra ici, ben on verrait quelque chose qui ressemblerait à ça aussi. Mais du fait qu'on fait tourner, les phases dans chacun des speckles ici changent rapidement, et de sorte que sur la caméra au retour, si on fait une pause longue, les contributions des différentes parties du diffuseur ici, qui renvoient de la lumière par là, ne sont pas cohérentes, et donc on perd du contraste dans cette image. Mais le point intéressant est qu'on ne perd pas totalement, il reste pas mal de contraste, et c'est cette information qui permet d'extraire la phase. Alors, voilà quelques exemples. Là, on avait retiré le morceau de verre qui déphase, donc la phase est la même partout. Et on a fait tourner donc, le diffuseur. Et là, on avait mis des morceaux de verre de différentes épaisseurs, et on voit que ça change, quand on regarde de près, on voit que ça change un petit peu les détails. Et si on enregistre ces images et qu'on en fait des transformés de Fourier, chacune des composantes de modulation de fréquence spatiale donne un pic dans un transformé de Fourier, et on voit que ces pics sont sensibles, certains de ces pics sont sensibles à la phase. Alors, on peut essayer aussi en mettant, au lieu de 4 ouvertures, en mettant 7, par exemple, 6 sur un hexagone plus une au centre. Alors, ça a l'air de marcher aussi. On obtient des structures un peu plus compliquées. Voilà différents cas de figure. Je ne vais peut-être pas éplucher ça en détail. Alors, comment exploiter ça à l'échelle d'un grand réseau de miroirs? Alors d'abord, il a fallu faire un peu de théorie pour essayer de comprendre ce que représente cette image qu'on filme. Alors je vous passe les détails, mais la conclusion, c'est que ce qu'on obtient, si on fait cette analyse de Fourier sur l'image, on obtient quelque chose qui est l'autocorrélation de la pupille. Alors la pupille, c'est ça en l'occurrence. Carré du module. Bon, c'est à cause du double passage. Et donc, on démontre ça démontre qu'effectivement, on préserve de l'information sur les phases. Bon, alors, là où vous avez, alors ce losange, là, vous avez cette base-là, c'est-à-dire cette paire-là d'ouverture et cette paire-là, qui sont disposées de la même façon. Donc, leurs effets, quand vous faites l'autocorrélation ou le transformé de Fourier, leurs effets s'ajoutent, mais le résultat dépend des phases. Bon, et c'est ainsi qu'on a que les phases influencent la hauteur des pics de corrélation, bien que ce pic d'autocorrélation ici soit réel, la hauteur
la hauteur des pics est influencée par les phases. Et c'est ça qui porte le signal qu'on cherche à extraire. Bon, alors en pratique, à quoi ça pourrait ressembler? Donc vous imaginez un grand nombre de miroirs au sol, suivant par exemple une distribution, enfin un réseau à maille triangulaire. Enfin, ça pourrait être différent. Bon, supposez que vous mettiez la nacelle focale. La nacelle focale, elle est par exemple 1 km plus haut là-haut, suspendue à quelque chose. Et là, vous avez des lasers qui envoient de la lumière sur les miroirs en comptant que cette lumière sera renvoyée vers l'étoile. Bien. Alors, vous pouvez par exemple vous arranger pour que un point de la couche de sodium, 90 km plus haut, reçoive de la lumière de 4 miroirs. Celui-là, 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 celui-là. Et à ce moment-là, vous serez un peu dans le même cas de figure que l'expérience de laboratoire. Bon, et si vous faites ça, vous constatez que, curieusement, il faut que chaque miroir au sol reçoive 12 faisceaux de laser venant de points situés près de la caméra, près du foyer. En effet, la couche de sodium à 90 km d'altitude est imagée par le miroir géant, enfin par l'ensemble de tous les miroirs. Supposez que ce soit un miroir géant continu, il formerait une image de la couche de sodium près de la caméra, ici en fait un petit peu au-dessus de la caméra focale, parce que 90 km, ce n'est pas l'infini. Si la couche de sodium était à l'infini, on aurait son image sur la caméra focale, mais elle n'est pas tout à fait à l'infini, donc son image est un peu décalée, un peu plus haut, quelques mètres au-dessus de la caméra focale. Et c'est là qu'il faut mettre les lasers pour focaliser sur la couche de sodium. Bon, là, le dessin n'est pas du tout à l'échelle, bien sûr. Ce point de convergence ici, il faut imaginer qu'il est 90 km plus haut. Alors, si vous aviez... alors, voilà donc, c'est un peu le même dessin, mais j'ai retourné. Donc, un point de la couche de sodium reçoit 4 faisceaux. Alors, si avec 3 faisceaux, à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, vous devineriez qu'on va avoir à l'entrée de la couche de sodium, ici, une espèce de figure d'interférence en nid d'abeille, comme celle que j'ai montrée. Bon, mais monochromatique, parce que le sodium est presque monochromatique. Bon, donc parfaitement périodique. Bon, mais ces interférences en nid d'abeille, elles se prolongent dans la 3e dimension, c'est-à-dire verticalement. Et en réalité, les petites cellules d'interférence, en réalité, c'est une espèce de spaghetti de lumière qui remplissent le cylindre étant la trace de l'ensemble des faisceaux laser relativement larges qui montent dans la couche de sodium. Bon, alors on peut s'amuser à calculer un peu la dimension et la longueur, la largeur et la longueur de ces spaghettis de lumière avec les formules classiques en interférence. Bon, la période des franges, c'est lambda sur alpha. Lambda, c'est la longueur d'onde. Alpha, c'est cet angle-là que font les faisceaux qui arrivent ici. La largeur globale du faisceau, c'est lambda h sur d, parce que c'est défini par la diffraction des sous-ouvertures ici, elle-même définie par le diamètre des sous-ouvertures. Et la hauteur des spaghettis, elle n'est pas infinie parce que les rayons se croisent et que la phase change. Et la théorie montre que c'est de l'ordre de lambda sur alpha au carré. Alors, par exemple, si vous avez des miroirs au sol qui font 15 cm, vous me direz c'est pas gros, mais comme vous savez, il vaut mieux en avoir des petits très nombreux que des gros et pas nombreux. On y gagne à différents points de vue. Donc c'est pour ça qu'on peut choisir 15 cm, qui correspond à peu près aux cellules de turbulence. Bon, la hauteur 92 km et l'angle alpha, typiquement si les miroirs au sol sont supposés se passer de 10 mètres, ça va faire 0,1 milliradian à 100 km de haut. Bon, et le résultat est que les spaghettis sont espacés de 5
0,4 mm. Donc ils sont à peine plus gros que des vrais spaghettis, vous voyez. Et le faisceau, la largeur du faisceau total, c'est 36 cm. Et la hauteur des speckles, c'est 50 mètres. Bon, mais alors la couche de sodium, elle fait 10 km d'épaisseur. Donc ça veut dire que 50 mètres plus haut, on va avoir les spaghettis vont être interrompus et ensuite remplacés par des nouveaux qui seront un peu décalés d'un demi-cran. Bon, alors ça risque d'être un peu gênant quand on regarde d'en bas la lumière, parce que ça va s'intégrer, la couche de sodium est quand même très transparente, et ce qu'on va voir d'en bas, on va voir la lumière qui revient de cette zone-là, mais aussi de la zone au-dessus, et encore de la zone au-dessus. Il ne faut pas que ça se perturbe trop. Heureusement, on peut séparer les couches en utilisant un laser à impulsion, qui envoie des impulsions brèves, et en mettant au retour devant la caméra un obturateur qui laisse passer que la lumière qu'on veut, qui provient d'une certaine couche, d'après le temps de vol. Bon, alors ça c'est une technique classique qui permet de travailler séparément sur les différentes couches, et on a intérêt à les exploiter en parallèle pour avoir plus de lumière et plus de signal. Alors la disposition des faisceaux dans ce cas de figure, c'est pas forcément le meilleur, ressemblerait donc un peu à ça. Alors ça c'est une vue de dessous. C'est une vue de dessous. Les taches vertes là c'est des miroirs. Et puis bon, on n'a pas représenté la nacelle qui éclaire les miroirs. On a juste représenté la lumière qui repart des miroirs vers la couche de sodium. Alors voilà les spots dans la couche de sodium, là, au bout des cônes. Là. Dans cette disposition, il y a autant de spots que de miroirs. Par exemple, ce spot-là reçoit de la lumière de ces 4 miroirs-là. Et on s'arrange pour que le spot soit à peu près au milieu quand on vise la direction de l'étoile, pour que le spot soit à peu près au milieu, pour ne pas traverser des zones d'atmosphère, pour ne pas que les rayons laser traversent des zones d'atmosphère trop éloignées de celles que traverse la lumière de l'étoile. Parce qu'à ce moment-là, le risque serait qu'elle ne voit pas la même turbulence. Voilà. Bon, et ça c'est la même chose vue de côté, en perspective. Là on voit la nacelle. On voit et là on voit les sources laser, on voit qu'elles sont un peu plus haut que la nacelle pour être dans l'image formée par le miroir géant de la couche de sodium qui est ici. Alors voilà à quoi ressemble la couche de sodium. Donc épaisseur totale 10 km. Censé contenir 4 milliards d'atomes par centimètre carré intégrés dans la colonne, ce qui ferait 4000 atomes par centimètre cube. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup, c'est très peu. C'est très peu. Mais sur 50 mètres de haut, ça ferait quand même 20 millions d'atomes, ce qui commence à être un peu plus confortable pour avoir plus de lumière. Donc, avec des impulsions brèves de laser, on peut sélectionner les couches. Vous savez que la lumière avance de 30 cm en 1 nanoseconde et qu'on peut facilement moduler à 1 nanoseconde et même de façon beaucoup plus brève pour sélectionner des couches. Bon. Alors, un peu plus de détails sur l'émetteur laser. Alors, imaginez que vous avez un miroir géant continu d'une seule pièce, la couche de sodium ici. Ce miroir géant vous forme une image de la couche un peu au-dessus du foyer ici. Bon, dans cette boîte-là. Alors voilà le détail de la boîte. Donc ici, vous avez
une image de la couche de sodium. Ici, vous avez une image de la couche de sodium par la lumière rétro-diffusée. Et et cette image, si vous supposez que vous avez éclairé un quadrillage de points brillants dans la couche de sodium, comme on vient de voir, eh bien, c'est l'image de ces points, vous les voyez là. Bon. Et vous pouvez mettre... Alors ça, cette distance-là, c'est à peu près 10 cm. Et ça couvre, si vous avez un télescope d'1 km, ça va couvrir une dizaine de mètres, là. Alors c'est un peu encombrant, mais après tout, la nacelle du radiotélescope d'Arecibo, elle fait 20 mètres de diamètre, et pour l'instant, elle ne s'est pas encore cassé la figure, malgré les typhons, malgré les ouragans de la région des Caraïbes. Et si vous mettez des petites lentilles dans les spots lumineux qui viennent se focaliser là, venant de là-haut, hein, finalement c'est l'image de ces points-là que vous retrouvez ici, eh bien, vous aurez au foyer de la lentille une image du miroir géant, et si c'est une mosaïque, eh bien, vous aurez une image de chacun des petits miroirs, ici. Bon, alors là, au-dessus, vous mettez un diaphragme pour ne laisser passer que quelques-uns, par exemple 4 en losange ici, de ces points lumineux qui reviennent, de ces images de miroir. Bon, et puis ici, vous mettez un diaphragme qui laisse passer, et pas les mêmes, ceux d'à côté, mais avec un léger recouvrement pour pouvoir relier les phases des différents losanges. Bon, alors je vous avais prévenu que c'était compliqué, alors vous voyez. Alors, au-dessus, vous mettez un petit densifieur de pupille. Alors, en gros, c'est une petite... Vous auriez, par exemple, puisqu'il y a 4 ouvertures, vous aurez 4 petites lunettes de Galilée à l'envers qui ont la propriété d'élargir le faisceau. D'élargir le faisceau, pourquoi l'élargir? Pour que le laser qui est là utilise le mieux possible toute sa lumière pour ne pas la gaspiller et que toute la lumière du laser soit divisée entre les 4 pupilles et vienne frapper les quatre miroirs ici. Bon. Et puis là, vous avez la lame séparatrice, la même que dans le montage de laboratoire, qui vous renvoie la lumière de retour. Donc la lumière allée, elle part du laser, elle va là, elle vient taper les miroirs ici, elle va taper le sodium ici. Une toute petite partie revient, fait le trajet inverse, revient sur elle-même, revient ici, comme dans la manip de laboratoire, mais est récupérée par une caméra qui est ici, grâce à cette séparatrice ici. Donc en fait, si vous regardez le détail, c'est analogue à la manip de laboratoire, sauf que là, on travaille en parallèle pour tous les losanges qu'on a sélectionnés sur le grand miroir, étant entendu qu'on s'arrange pour qu'ils se superposent un peu pour pouvoir relier leurs phases. Bon, voilà la même chose un peu plus agrandie. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais jusqu'à présent, c'est monochromatique. Or, si vous mesurez des phases en lumière monochromatique, vous ne pouvez pas remonter au vrai écart de position des miroirs. Vous savez, si vous déplacez un petit peu au bas l'un des miroirs sur son tripode, ça vous déphase la lumière. Ça déphase la lumière parce que ça change la longueur de trajet parcourue par la lumière. Bon, mais nous, ce qu'on aimerait vraiment savoir, c'est plutôt le décalage du miroir qu'il faut corriger, plutôt que la phase. Et on voudrait corriger exactement ça pour que les phases soient corrigées dans toutes les longueurs d'onde à la fois. Bon, et pour ça, il faut travailler sur plusieurs longueurs d'onde et faire la même chose en même temps sur les différentes longueurs d'onde. Bon, alors nos collègues Foy-Talon ont proposé une chose très astucieuse qui consiste à éclairer
couche de sodium, non pas avec une longueur d'onde correspondant exactement à l'émission du sodium, mais avec 2 longueurs d'onde qui font que le sodium va se mettre à non seulement renvoyer la longueur d'onde du sodium, mais va aussi renvoyer une longueur d'onde plus courte dans l'ultraviolet à 330 nanomètres, qui va nous donner des informations supplémentaires et qui va nous permettre de connaître le vrai déphasage. Le vrai déphasage, les vraies erreurs de chemin optique, qu'on pourra corriger à ce moment-là en agissant sur les miroirs. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais vous pourrez toujours lire les articles de Fouet-Talon. Bien, voilà, j'en ai fini pour l'hypertélescope terrestre. Je vais juste montrer une dernière image pour vous donner de brèves nouvelles des versions spatiales. Bon, j'avais parlé l'an dernier de faire dans l'espace des hypertélescopes très grands en piégeant des tout petits miroirs, gros comme une pièce de monnaie, dans des rayons, dans des ondes stationnaires de laser, en se mettant au point de Lagrange L2 de Terre-Soleil, qui est favorable pour ça. Donc vous aurez le système ici, vous visez votre étoile là, vous avez un laser ici qui n'est pas dans l'ombre pour éclairer ses photopiles pour l'alimenter. Alors, il y a une manip en labo qui a été démarrée par nos collègues physiciens à Sophia Antipolis, mais ils ont eu des difficultés. La première difficulté, c'est que le collègue qui s'occupait de ça a eu un poste de maître de conf et il n'a plus le temps de s'en occuper. Et la deuxième difficulté, c'est que les vibrations du bâtiment, bien qu'amorties par des tables antivibratoires optiques de luxe, restent suffisamment importantes pour secouer un peu trop le montage. Alors, le montage est dans l'ultravide pour simuler l'ambiance spatiale, mais il y a quelques difficultés techniques qui n'ont pas permis d'avancer. Voilà. Mais enfin, en principe, ça devrait, le calcul indique que ça devrait marcher. Et peut-être que ça pourrait permettre de faire des très grandes structures, 10 km, 100 km, plus peut-être. Je crois que c'est tout. Eh bien, voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes vacances.